Dimanche et après, une émission préparée par Charles Thibault, réalisée par Anne-Laure Chanel. À la technique, c'est Emmanuel Morse-Duncan. Le cheval était là, debout sur l'agora. Assis autour de lui, les Troyens discouraient pêle-mêle, sans fin, sans pouvoir se décider. Ainsi commence, chanté par l'Aède des Phéaciens, le récit de ce qui est sans doute l'une des premières fake news de l'histoire. Le cheval de Troie, ou comment Ulysse fit croire à une offrande pour mieux pénétrer dans la ville, massacrer ses habitants et reprendre Hélène à son ravisseur. Son retour à Ithaque sera d'ailleurs une succession de fake news. En grec, on dirait métis, la ruse. C'est vrai qu'on a du mal à donner une définition à ce terme fake news utilisé en premier lieu par le président des États-Unis, où la pratique et les lois en matière de liberté d'expression ne sont pas les mêmes qu'en France. La campagne électorale américaine a laissé des traces. Des milliers de faux comptes sur Facebook gérés depuis des fermes à trolls russes sont accusés d'avoir influencé le résultat de la présidentielle. Si la désinformation a toujours existé, le phénomène est décuplé par la puissance du net. Mais sommes-nous trop bêtes pour ne pas faire la part du vrai et du faux? Lors de ses vœux à la presse la semaine dernière, Emmanuel Macron a promis une loi pour lutter contre ces fausses nouvelles. Certains, dit-il, que l'on doit pouvoir faire la différence entre information et propagande. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. Dimanche et après. Julie Gacon. Une loi contre les fake news est une vraie nouvelle. On en parle avec nos deux invités. Bonsoir Gérald Bronner. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Diderot, auteur de La démocratie des crédules en 2013 au PUF, où vous évoquiez ce lien étroit entre le développement de la liberté d'expression et celui de notre crédulité. Et vous êtes ici dans nos studios avec Patrick Evenot. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'histoire des médias, professeur émérite à Paris 1 et président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Alors à vous deux, je voudrais tout d'abord faire un petit point de terminologie. Comment vous dites fake news ou fausse nouvelle? Alors, fake news, ça regroupe tout un ensemble de choses qui vont des parodies, le Gorafi qui fait des parodies mais que certaines personnes peuvent prendre au premier degré et croire que c'est la vérité, les rumeurs, les bobards comme on disait dans les temps jadis, mais ça peut être aussi le bourrage de crâne, la propagande, l'intoxication, toute une série de choses comme ça, ou bien des vraies nouvelles qui sont détachées de leur contexte, qui sont décontextualisés pour être placés ailleurs ou autrement, ou fabriqués au moment de photos ou de vidéos, etc. Donc il y a un ensemble extrêmement complexe. Alors, en français, on a fausse nouvelle, et c'est une très bonne... Mais sauf que le groupement fake news, qui est malheureusement utilisé par Donald Trump, mais l'ensemble fake news, ça montre un éventail, un spectre très très large de fausses nouvelles et d'autres choses, de nouvelles décontextualisées, ou etc., etc. Fake news, à l'origine, c'est une expression, vous le disiez, de Donald Trump pour désigner toute information qui n'a pas grâce à ses yeux. Et c'est pourquoi, dans les colonnes du journal du dimanche, l'avocat Jean-Pierre Mignard rappelle que l'expression fake news ne relève pas de notre droit et que, dit-il, notre construction intellectuelle de la fausse nouvelle doit se faire en langue française. Qu'en pensez-vous, Gérald Bronner ? D'abord, effectivement, le terme fake news pose problème, parce que comme l'a bien dit Patrick Evenot, il recouvre tout un spectre de réalité. Puis, j'ajouterais le fait qu'il tente à essentialiser la fausseté de l'information, alors qu'en réalité, cette fausseté, elle tient aussi à la validation de l'individu. C'est-à-dire qu'on peut répandre une fake news d'abord volontairement ou au contraire involontairement. On peut faire de deux vérités un mensonge. Et c'est bien d'ailleurs un des obstacles auxquels vont être confrontés tous les politiques qui vont essayer de légiférer sur la question, puisque ça sera le thème de notre émission. Quant à l'origine du terme en lui-même, que ce terme ait été produit par Donald Trump ne me gêne pas tellement, parce que si on devait exclure tous les termes qui s'imposent en raison de leur origine dans notre langue, il n'en resterait pas beaucoup. Et dans le fond, j'ai l'impression que c'est un
c'est un terme qui s'est un peu imposé, donc il suffit d'en redéfinir. Les chercheurs ont à le faire de façon, disons, de s'entendre sur une norme d'interprétation de ce terme, et cela ira. Quant à la question du caractère national, là j'ai peut-être un point de désaccord, mais je n'ai pas lu le texte en question, donc je parle avec prudence, parce que précisément l'information se joue des frontières nationales très largement, et d'ailleurs c'est un des autres thèmes que nous aborderons peut-être dans cette émission, c'est les frontières nationales constituent-elles la réponse adéquate, idoine au problème de la dérégulation massive de l'information? Parce qu'il y a une loi dans nos frontières nationales. En France, une loi existe déjà depuis 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par ordonnance en 2000 et qui punit de 45 000 € d'amende quiconque publie ou diffuse une fausse nouvelle. Ça ne suffit pas, Patrick Evenot ? C'est pas que ça ne suffit pas. Cette loi, elle a été très peu utilisée. C'est l'article 27 de la loi de 1881. Pourquoi a-t-elle été très peu utilisée ? Parce que c'était très clair. Les nouvelles fausses, les pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, donc c'est véritablement la définition des fake news, faites de mauvaise foi, et là c'est très important parce que il y a les gens qui font circuler une fausse information de bonne foi sur les réseaux sociaux ou autres, et puis faites de mauvaise foi, c'est-à-dire dans l'intention de nuire. Mais comment le juge peut-il prouver la mauvaise foi ? C'est la première question. Et puis le deuxième point, c'est que cette loi, c'est lorsque cela aura troublé l'ordre public. Quelle est, entre une information et le trouble à l'ordre public, quelle est la filiation, quel est le lien ? C'est extrêmement ténu, c'est très difficile à prouver. Donc ça a été très peu utilisé. Ça a été utilisé pendant la guerre d'Algérie un petit peu, à quelques épisodes, mais bon, c'est très peu utilisé. Il y a un article du Code électoral, l'article 97, qui parle des fausses informations sur les candidats. Et là, on voit qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes, parce que on pourrait étendre cet article avec les fake news actuelles. Il y a aussi un problème parce que, par exemple, François Fillon s'en est servi pour poursuivre. Il voulait poursuivre le Canard enchaîné en l'accusant de diffusion de fausses nouvelles dans l'intention de nuire à l'élection. Il se trouve qu'il a abandonné sa plainte parce qu'on s'est aperçu que c'était pas une fausse nouvelle, mais vous voyez bien que c'était très compliqué de faire agir ce système-là. C'est vrai qu'on peut se demander, on ne peut pas s'empêcher de se demander si à terme, dans le cadre d'une loi qui est en train d'être écrite, d'être pensée, seront sanctionnés tous ceux qui diffusent les informations qui ne collent pas, disons, à la narration officielle, au storytelling, comme on dit, d'un gouvernement, celui-ci ou un autre. Gérald Bronner. D'où la question, est-ce qu'on peut légiférer sur ce genre de choses ? C'est probablement un des grands enjeux de cette thématique, c'est-à-dire que c'est une thématique qui est prise entre le marteau, je dirais, des libertés publiques, enfin la défense des libertés publiques et des libertés individuelles, bien entendu, et en même temps la nécessité de protéger quand même notre démocratie. Moi, je veux dire que finalement, la déclaration du président de la République, qui est pas surprenante puisqu'elle fait écho à ces déclarations du 29 mai à propos de Sputnik et Russia Today, et va dans le bon sens. C'est-à-dire, je pense que la question de la dérégulation du marché de l'information, parce que dans le fond, c'est de ça dont on parle, c'est une question qui est éminemment politique. C'est-à-dire qu'elle nécessite du politique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'expression du politique, parce que le politique peut avoir beaucoup d'expressions, doit être celle d'une loi, par exemple, de type coercitive, punitive. Je dirais qu'il y a au moins deux cas de figure pour faire écho à ce qu'a dit Patrick Evenot, puisque la question centrale, c'est celle de l'intention, de la malveillance de la diffusion de l'information. Donc il faut fermement distinguer deux situations. D'une part, quand ces informations, elles sont diffusées par le truchement de bots malveillants, de robots qui existent et dont l'activité peut être identifiée parce qu'ils laissent des traces sur Internet qui se distinguent mathématiquement des traces laissées par des êtres humains. On sait que dans le cas de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a subi une offensive qui venait de la Russie. Nous ne savons pas si ça vient de l'État russe, c'est une autre question, mais en tout cas, cette offensive de bots malveillants, elle est exacte. Et sur ce point, je pense qu'il est possible de légiférer, puisque la mauvaise intention est évidemment totalement avérée. Alors, entre parenthèses, mauvaise intention que vous dites politique, mais qui peut être tout simplement liée à des raisons financières. Et on a lu dans le New York Times des témoignages de certains de ces trolls qui disent qu'ils pouvaient gagner jusqu'à $1000 de l'heure en publicité Google avec des articles bidons publiés sur certains sites parce qu'ils détournaient à leur profit le modèle d'information gratuite. Je n'ai pas dit que c'était une malveillance politique. J'ai dit qu'il y avait une malveillance. Je ne connais pas l'origine de cette malveillance. Il y a parfois une malveillance politique de la part de l'État, des États, mais il y a aussi des groupes idéologiques qui se relaient les uns les autres, l'extrême droite américaine, l'extrême droite française, etc. Et puis il y a des gens qui font du clic. Et en faisant du clic, ils gagnent quelques centimes à chaque fois en publicité.
Alors, donc le deuxième cas de figure, lequel est-il? Le deuxième cas de figure, c'est le plus épineux. C'est celui où ce ne sont pas des bots, mais des acteurs humains. Et là, évidemment, on retrouve tout le spectre de la malveillance, mais en même temps de la sincérité. C'est-à-dire qu'on peut diffuser sincèrement. C'est-à-dire que si on en vient à punir tous les Français, par exemple, prenons une interprétation outrée des déclarations récentes. Si on en vient à punir tous les Français qui diffusent ou qui ont diffusé des mauvaises nouvelles, nous y passerons tous. Et moi aussi. Je veux dire, ça m'étonnerait beaucoup que je n'ai pas moi-même été victime d'un certain nombre de fausses informations que j'ai pu diffuser sans le savoir, avec évidemment les meilleures intentions du monde. Donc c'est une question centrale. La question qu'on doit se poser, c'est de connaître aujourd'hui ce qui fait finalement que l'espoir qu'on avait, c'est-à-dire la disponibilité de l'information, l'augmentation du niveau d'études, n'aboutit pas à l'imposition des propositions intellectuelles les plus rationnelles. Au vrai. Voilà, ça, c'est le grand espoir finalement de la philosophie des Lumières. Si on éduque tout le monde, si l'information est à disposition de tout le monde, et c'est le socle de la démocratie, et en ce sens, Emmanuel Macron a tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est bien une attaque démocratique. C'est pour ça que mon livre s'appelle La démocratie des crédules. C'est vraiment au cœur de la démocratie, car si les citoyens sont mal informés, c'est-à-dire on peut rester dans un système démocratique, mais qui va prendre des allures totalitaires, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura une divergence entre l'opinion publique et l'intérêt général sur bien des points. Songez à ce qui se passe, par exemple, sur les vaccins, n'est-ce pas? Sur la méfiance vis-à-vis des vaccins, qui a augmenté dans des proportions vraiment inquiétantes dans notre pays et dans d'autres pays. Mais alors, si même les esprits les plus brillants de la Silicon Valley ont été dupés par la Russie, comme l'a dit une élue démocrate américaine, comment penser qu'une loi française puisse être efficace? Patrick Evenot. Alors, la loi, elle peut être efficace si elle est limitée, notamment aux périodes électorales, avec des garde-fous juridiques, etc. Moi, il me semble qu'il faut aller beaucoup plus loin que la loi. Il faut véritablement faire en sorte que la société civile s'empare de la chose et les médias professionnels aussi. Je crois que quand on revient au discours d'Emmanuel Macron, des vœux à la presse, il resitue tout ça dans un très large contexte de démocratie libérale qui est menacée par les fake news. Démocratie qu'il appelle illibérale. Oui, parce que Vladimir Poutine est élu, il sera sans doute réélu en 2018. Je peux parier sur ce cheval-là. Peut-on considérer que c'est vraiment une démocratie libérale dans la mesure où il n'a pas d'opposant et que le seul opposant qui pouvait se manifester a été interdit de se présenter aux élections? Donc on est vraiment dans un... Et puis on a la Hongrie, on a la Pologne, enfin bon bref, ça commence à monter un peu partout. Donc la démocratie libérale, c'est celle qui a été fondée en Angleterre, aux États-Unis, en France au cours du 18e, 19e, 20e siècle et qui se maintient quand même et qui a essaimé un peu partout dans le monde. Et cette démocratie-là, il faut effectivement la préserver. Mais je reviens au discours d'Emmanuel Macron parce qu'il était très intéressant, parce qu'il a appelé aussi les journalistes à s'unir pour organiser les règles de la profession, etc. Alors on va y venir sur la manière dont les médias traditionnels sont mis à contribution et les questions aussi que ça peut poser, les débats que ça peut susciter. Sur la méthode d'abord, avec la future loi, on sait déjà qu'en cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge au travers d'une nouvelle action en référé, je cite, qui permettra le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site ou de fermer le compte utilisateur, voire encore de bloquer l'accès au site internet. Dans le journal du dimanche, et Jean-Pierre Mignard n'est pas là pour en parler, mais lui, il est assez radical. Il dit on supprime d'abord et après, on discute. Gérald Bronner. Le problème, c'est que le risque majeur dans ce cas de figure, c'est d'exhiber son impuissance, n'est-ce pas? Quand on montre les muscles, il faut pouvoir vraiment s'en servir. Parce que la France était un peu en retard sur cette question. Vous savez, la France s'est beaucoup préoccupée de ces questions, mais surtout par rapport au djihadisme, à l'idéologie djihadiste. Sur beaucoup d'autres thèmes, elle était en retard par rapport à d'autres pays. Et il y a un certain nombre de pays qui ont pris des initiatives. Par exemple, songez là en mai 2017, le président ukrainien, tout simplement, a fait une offensive contre ce qu'il considérait des fake news venant de Russie. Il a fait interdire un moteur de recherche, Yandex par exemple, ou même un réseau social, VK, avec des résultats extrêmement décevants. Il y a des pays comme la Finlande qui se sont mis en ordre de marche contre ce qu'ils appelaient la guerre hybride, n'est-ce pas? Seulement, ils ont pu y consacrer que 5 personnes. Ce qui est, vous voyez, il y a une, si vous voulez, une asymétrie entre la bonne volonté, les déclarations et la possibilité, ou peut-être l'inconscience que certains politiques ont de l'océan
qui est contre nous. On peut pas faire un barrage avec des allumettes contre ce genre de problème. Pour que ce barrage fonctionne, il faudrait faire comme les Chinois ou les Iraniens, c'est-à-dire contrôler tout l'Internet et interdire. Mais à ce moment-là, on est violemment contre la liberté d'expression. Absolument, on n'est plus dans une démocratie libérale. Et même dans ce cas de figure, si je puis me permettre, on sait qu'en Chine, par exemple, ils sont traversés eux aussi par les fake news. Excusez-moi, je vais reprendre le terme, au tel point qu'ils ont promulgué des lois extrêmement liberticides sur ces questions. Donc on voit qu'il est extrêmement dur de mettre sous cloche un marché qui est globalement dérégulé. Donc c'est pas une loi, à mon avis, qu'il faut, mais il faut du politique. C'est un programme général parce qu'on est confronté à un enjeu de civilisation. Et alors, très étrange, cette volonté annoncée par Emmanuel Macron. En tout cas, il a parlé d'une loi en précisant qu'elle serait effective en période électorale. Pourquoi se limiter aux périodes d'élection ? Parce que Patrick Evenot, avec les périodes électorales, on peut plus limiter les choses. On peut faire intervenir le contrôle du Conseil constitutionnel, du CSA, etc. Donc, il y a plus de facilité, disons, dans l'arsenal législatif démocratique pour pouvoir contrôler tout ça. Si on sort de la période électorale, vous voyez par exemple sur les histoires de pluralisme à la radio ou à la télévision, la période électorale est très balisée alors que le reste du temps c'est beaucoup plus flou. Et là c'est la même chose. On peut vraiment, il y a un code électoral, il y a le Conseil constitutionnel, etc., etc. Donc, et puis ça peut influencer sur l'élection. Mais les réseaux sociaux, eux, sont pas soumis à ces règles-là. Les réseaux sociaux sont soumis, alors ils sont pas soumis au pluralisme, mais ils sont soumis aux lois sur la diffamation. La loi de 1880 s'applique aussi à toute publication, qu'elle soit presse, électronique ou autre. Gérald Bronner. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est on le disait tout à l'heure, la décision politique nationale dans ce cas de figure, elle va être confrontée au caractère international des flux d'informations. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est fait d'ailleurs, il ne s'agit pas de réinventer l'eau tiède, mais ce qu'il faut faire vraiment pour tous les gouvernements, c'est prendre langue avec les géants du domaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle les GAFAM. Et je pense qu'ils ont de fait un rôle qu'ils n'ont pas souhaité avoir au départ, qui est un rôle de régulateur. On sait par exemple que Facebook fait des efforts considérables, alors dont on peut discuter là aussi les effets, mais d'interdiction récemment de comptes. On pense au compte, je crois, d'Alain Soral, qui a été en France interdit par Facebook, enfin retiré, interdit. Ils n'ont pas le pouvoir d'interdire, mais ils ont retiré ce compte, etc. On peut discuter de tout cela, mais ce qui est sûr, c'est que le programme dont on parle, il peut pas être fait sans un dialogue et sans une confiance sur le long terme entre les États et les géants du marché de l'information que sont les GAFAM aujourd'hui. Voilà, Mark Zuckerberg disait, c'était avant l'élection de Donald Trump, Facebook ne veut pas être l'arbitre de la vérité. Il a depuis reconnu une certaine responsabilité des réseaux sociaux, mais il compte surtout pour l'instant sur les médias dits établis pour vérifier les articles suspicieux signalés par les internautes. France Culture. Dimanche et après, Julie Gacon. Comment aider les citoyens à démêler le vrai du faux avant que l'État ne décide de le prendre en charge ? Les journalistes pensent avoir un rôle à jouer. La désintox est devenue un type de journalisme à part entière. Bonsoir Cédric Mathiot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la rubrique Libé Désintox dans les pages de Libération. Vous avez mis en place votre propre bouclier contre la désinformation digitale. Ça s'appelle Check News. Un mot sur le dispositif et sur la manière dont ça marche, pour commencer. Alors Désintox, c'est un service qui existe depuis une dizaine d'années et nous, on est en train de vivre une révolution puisqu'il est en train de muter vers Check News, justement, qui est une autre nouvelle manière, en fait, d'aborder la question du fact-checking et de la vérification des faits. Donc, c'est une décision qu'on a prise récemment à partir pour résumer, Check News, on donne la main aux internautes et aux lecteurs, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de nous soumettre des faits à vérifier. Voilà, on est complètement dans une plateforme interactive et donc c'est un peu la nouveauté. Voilà, et on a décidé. Oui. Allô ? Oui, rapidement, allez-y, pardon. Non, et voilà, donc c'est simplement on a décidé de faire ça parce que on a constaté qu'on arrivait avec le fact-checking traditionnel un peu dans une impasse, voilà, et que cette impasse elle était qu'on arrivait à convaincre uniquement les gens qui étaient déjà convaincus et qu'on n'arrivait pas à convaincre ceux qui ne voulaient pas l'être et qu'il fallait qu'on change un peu de manière de faire. Voilà, le spectre de questions qui vous sont posées est large. Pour prendre les dernières en date, le drapeau européen est-il un signe religieux ? Est-ce que les ministères respectent le décret qui limite leur nombre de collaborateurs ? Les cotons-tiges en plastique sont-ils vraiment interdits à la vente ? Seulement, pour l'instant, en tout cas, je n'ai trouvé que des questions qui appellent des réponses faciles.
facile, précise, sans parti pris. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à vous pincer peut-être sur une réponse de mauvaise foi, même quand il s'agit de l'ISF de Bernard Arnault. Comment on fait dans ce genre de démarche pour éviter le côté la presse vertueuse contre les esprits simples qui ne nous lisent pas? C'est d'abord qu'il faut avoir l'humilité de ne pas répondre aux questions auxquelles précisément on ne peut pas répondre sans parti pris. Et donc il y a beaucoup de questions qui sont beaucoup trop vastes pour nos petites compétences et auxquelles on ne répond pas effectivement parce qu'on veut rester nous sur des choses qui sont factuelles, qui sont tangibles et qui sont pas contestables. Et donc il y a beaucoup de questions sur l'efficacité de la politique d'Emmanuel Macron. On va pas prétendre y répondre nous en 3 feuillets, sachant que des économistes s'écharpent sur la question. Voilà, donc l'économie est une science molle et nous on ne prétend pas répondre à des choses comme ça. Donc voilà, pour être crédible, il faut rester modeste. Alors à un lecteur qui vous demande s'il est bien sérieux d'envisager une sortie de l'euro, vous répondez ceci: bonsoir, il est impossible de répondre à une telle question qui divise les économistes et que des journalistes fact-checkers seraient bien présomptueux de vouloir trancher. À Libération, il y a des journalistes qui sont aussi engagés sur certains sujets. Est-ce que vous passez aussi les pages de votre propre journal au peigne fin pour une petite formule désintox à la carte? Alors ça nous arrive parfois sur des aspects purement factuels, mais le fait qu'un service du journal s'attache uniquement aux faits ne veut pas dire, par ailleurs, que le journal n'a pas de ligne éditoriale, y compris sur la question européenne. Mais il faut que chacun soit à sa place. Il y a un espace éditorial où la ligne du journal se manifeste, et il y a un espace qui est le nôtre où on est vraiment complètement neutre et factuel, pour peu que les faits aient du sens, qui est une question philosophique qu'on va pas traiter ce soir. Mais nous on reste sur des choses, sur un terrain commun. Voilà. Et ensuite, les gens qui ont des partis pris en font ce qu'ils veulent en faire. Mais nous, on veut être le terrain le plus commun à tout le monde. Alors Cédric Mathieu, le Canard enchaîné, a révélé cette semaine que Facebook payait les décodeurs du Monde pour faire le tri entre le vrai et le faux sur le réseau social. Entre Le Monde et Facebook, un beau compte de fake, c'était le titre de l'article. C'est le cas aussi de Libé Désintox? Absolument, et donc le Canard n'a pas du tout révélé ça parce que c'est une information qui était publique, commune en fait. Voilà, ils n'ont pas fait le travail très sérieux, ils ont fait un peu de Le Monde bashing parce qu'en fait Facebook travaille avec plusieurs médias français, dont Radio France. Mois. Ouais, je ne sais pas, mais si vous le dites. Mais clairement, nous, à Libé, on est payé pour faire ça. C'est-à-dire on reçoit, comme je crois 5 ou 6 médias, des flux de liens vers des contenus qui sont identifiés, signalés par des internautes ou par Facebook lui-même, et qu'on est amené à vérifier. Et contre ce service, on est effectivement rémunéré. Alors, Cédric Mathieu, pour conclure, Marx demandait qui éduque les éducateurs, mais qui désintoxique les désintoxiqueurs. Vous êtes toujours en train de faire votre autocritique? C'est les lecteurs, et je pense que ce qui est absolument indispensable, c'est que notre travail soit soumis à la critique des lecteurs et aux commentaires, et on est comptable de ce qu'on écrit, et on appelle systématiquement les gens qui nous lisent, s'ils sont pas d'accord avec nous, à nous le dire sur les réseaux sociaux par des commentaires, et c'est absolument capital d'être capable ensuite d'argumenter sur ce qu'on écrit. On n'est absolument pas infaillible. Merci beaucoup Cédric Mathieu d'avoir été avec nous, responsable de la rubrique Libé Désintox, et donc de ce bouclier contre la désinformation digitale que vous avez appelé Check News. Une réaction, Gérald Brunner, Patrick Evenot? Oui. Alors, je voudrais juste dire ce qu'a dit Cédric Mathieu est tout à fait juste. Le fondement même du journalisme, c'est les faits sont sacrés, les opinions sont libres. Toutes les opinions sont libres et elles sont... Les faits sont sacrés et tout ce que font les fact-checkers, que ce soit au Monde, à Libé, à France 24 et ailleurs, c'est véritablement dire, quand il y a un fait, on vérifie si c'est bon. Voilà. Après ça, chacun en pense ce qu'il en veut. Le fait était qu'il y a tant de pourcents d'augmentation du SMIC. Après ça, on peut être pour, contre. C'est un autre problème. Voilà. Donc c'est ça dont il s'agit. Et je pense que les journalistes ont un rôle à jouer là-dedans. Gérald Brunner? Oui, alors d'abord, c'est ces initiatives qui ont été très critiquées, le fact-checking. Il y en a même qui ont abandonné aux États-Unis ce type d'activité. C'est vrai que c'est un travail de Sisyphe. Moi, je le crois utile, mais il faut pas oublier que c'est un travail de Sisyphe. Utile, même si effectivement on prêche souvent des convaincus.
Et on convainc pas ceux qui diffusent des croyances de façon sincère, mais il faut pas oublier qu'il y a une autre catégorie dont on parle pas souvent et qui est absolument stratégique, qui sont les indécis. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas quoi penser de quelque chose et qui vont donc être immédiatement, je dirais cognitivement, impactés par la structuration du marché de l'information. Donc il est très important pour eux qu'on rende disponibles des contre-argumentaires à ces fake news. Cependant, pourquoi c'est un travail de Sisyphe ? Parce que on a bien vu les thèmes qui sont pointés, là sont des thèmes quand même qui sont souvent microscopiques dans certains cas, et songez, puisqu'on est aujourd'hui à la date anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, que par exemple, le premier jour de ces attentats, j'ai pu relever plus de 25 arguments en faveur des théories du complot, qui contestaient la version officielle donc des faits qui étaient seulement émergentes à ce moment-là le premier jour. 4 jours après, il y avait déjà plus de 100 arguments conspirationnistes disponibles dans l'espace public. Donc vous voyez, quand je parle d'avalanche et d'océan, et là c'est juste une thématique. Évidemment, tous les jours, il en est des dizaines. Nos collègues de France Info, ce dimanche, viennent de publier un sondage, une étude de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch, qui dit que 79% des Français croient à au moins une théorie complotiste et que les jeunes sont nettement plus perméables à ces théories du complot. Oui, c'est un sondage que je connais, que j'ai eu sous embargo et dont certains éléments sont très inquiétants, mais je ne vais pas le commenter plus puisque les résultats sont dévoilés demain. Donc je n'en dirai pas plus. Alors, il y a quand même un côté, Patrick Evenot, on vous entend bien dire la nécessité des journalistes de contrôler, de vérifier la véracité des informations qui circulent, mais c'est vrai qu'il y a un côté cavalier blanc de la part de médias traditionnels dont on ne peut pas oublier qu'ils ont aussi un certain schéma de pensée. C'est une critique qui a été beaucoup faite, notamment au Décodex du Monde, qui donne des bonnes notes aussi d'informations en disant ceux-là, ils sont fiables, ceux-là, ils le sont moins. C'est tout un ensemble de... il y a le fact-checking, il y a le Décodex, il y a d'autres choses comme ça. Le Décodex, c'est une excellente initiative qui est perfectible, qui devrait être collectivisée, mutualisée entre différents médias, mais c'est une initiative comme une autre. Il y a d'autres initiatives. Le projet Crosscheck avec les Américains, qui notamment regroupe toute une série de rédactions françaises, l'AFP, je sais plus si c'est France Inter ou France Info, une de vos cousines, Le Monde et d'autres, qui se sont mis ensemble, soutenus par Facebook et Google, qui payent effectivement, c'est eux qui ont l'argent, mais qui ne veulent pas se salir les mains à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc ils font faire le travail par des journaux en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Et qui sont là donc pour redorer le blason des réseaux sociaux ? Non, c'est pas pour redorer le blason, c'est simplement parce que ils se rendent compte qu'il y a un danger dans le tissu social, dans la démocratie, etc., qu'il faut prendre ça en compte, et donc il faut pouvoir fermer des comptes, il faut pouvoir dégrader dans les algorithmes pour que ça tombe très bas et non pas en première page, etc., etc. Et ça, c'est en collaboration avec les journalistes, parce que les journalistes professionnels, ils ont des méthodes qui ont une éthique, une déontologie, qui ont une vérification des sources, etc., etc. Mais une méthode qui ne les a pas empêchés, on le rappelle tout le temps, de ne pas enquêter sur les fausses armes de destruction massive en Irak, sur les faux charniers de Timisoara en 1989, sur tellement d'informations qui font qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont plus confiance dans les médias traditionnels pourraient finalement trouver que le fait qu'une information soit qualifiée de fake est finalement la meilleure preuve pour eux qu'elle est juste. Oui, mais d'ailleurs, vous demandiez qui contrôle ou qui décode les décodeurs. Par exemple, Russia Today. Russia Today a la prétention, en effet, de décoder ceux qui décodent l'information. Donc, vous voyez, on est dans un jeu de miroir extrêmement pervers. Je pense qu'il faut quand même, tout en se méfiant effectivement du caractère liberticide qu'il y aurait à dire de la part d'un média en particulier, ceci c'est un bon média, ceci c'est pas un bon média. Il faut pas non plus tomber dans le relativisme. Il est évident, par exemple, que Le Monde, Libération, Le Figaro, ou quoi qu'on pense de ces supports, a une fiabilité en toute probabilité qui est infiniment supérieur à un certain nombre de sites qu'on trouve sur Internet, n'est-ce pas ? Donc le problème aujourd'hui, c'est effectivement que cette dérégulation du marché de l'information, elle tente à mettre un peu toutes les opinions ou tout le traitement d'information au même niveau. Donc comment faire ? À mon avis, plutôt qu'une loi punitive, je disais qu'il faut mettre du politique, parce que finalement l'essence du politique, qu'est-ce que c'est ? L'essence du politique, c'est précisément de réguler des marchés qui génèrent des effets émergents contre-productifs, c'est-à-dire qui sont pas forcément volontaires, comme un embouteillage par exemple, ou des choses comme ça. Il faut mettre du politique, c'est-à-dire du volontarisme. La première chose, la plus importante, c'est effectivement l'ordinalité, c'est-à-dire comment
le rayonnage sur ce marché de l'information, il n'est pas normal. Il est en tout cas, on peut interroger le fait que quand on utilise Google sur tel ou tel thème, les vaccins par exemple, je le disais, ou je sais pas, même l'astrologie si vous voulez, vous allez trouver 60 à 80% de sites qui sont favorables à la croyance contre l'orthodoxie de la science sur ces questions. Il est évident que la structuration du marché de l'information va avoir un impact sur ceux d'entre nos concitoyens qui sont indécis, n'est-ce pas, sur ces questions. Donc, l'idée qu'il faudrait ne rien faire et que ce serait comme ça qu'on préserverait les libertés est une idée qui est un sophisme en réalité. Car la non-action dans ce domaine est une action perverse puisqu'elle laisse finalement le marché dérégulé faire aboutir la loi du plus fort qui dans ce domaine est celui de la motivation. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont tout simplement motivés à faire valoir leur point de vue. Et moi, je ne suis pas pour l'enfreinte de leur liberté. Ils ont le droit de faire valoir leur point de vue. Seulement, on peut s'interroger sur la question de savoir si la motivation doit être le seul moteur de la visibilité d'un point de vue, que les indécis vont confondre avec de la représentativité. Et voilà tout le problème. Alors, je voudrais vous soumettre cette suggestion d'Edward Snowden, cet informaticien américain qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Lui, il dit la réponse aux fausses informations, ce n'est pas la censure. La réponse aux fausses informations, c'est plus d'informations discutées en commun. L'excellence de l'information, elle passe par le pluralisme des points de vue qui sélectionnent et qui diffusent les informations au-delà de la sacro-sainte rigueur des faits. Patrick Evenot. Bien sûr, il faut... Alors, moi, je suis président de l'Observatoire de la déontologie de l'information depuis maintenant qui existe depuis 5 ans et qui fait toute une veille sur les processus sur la transparence, sur etc. Et Emmanuel Macron, dans son discours, nous a aussi confortés parce qu'il a demandé à ce qu'on s'unisse pour dans le cadre de la déontologie, pour représenter la profession, etc. Moi, je suis pour la création d'un conseil de déontologie journalistique qui soit complètement en dehors de l'État, qui soit complètement indépendant de l'État, même si l'État peut être instigateur au départ, mais il n'est pas question que l'État intervienne dans le circuit de l'information, sinon c'est liberticide, et qui regroupe à la fois, comme fait l'ODI, les journalistes à travers leurs syndicats, associations, etc., les entreprises à travers les entreprises de médias d'information et des représentants du public. Et je crois que ce dialogue des 3 parties est tout à fait fondamental dans la prise en compte et des fake news et pour montrer que les médias professionnels sont effectivement plus fiables, plus transparents, plus etc., etc. Ça n'empêche qu'il y aura toujours des complotistes et des crédules, comme dit mon camarade de soirée, Gérald Bronner, parce qu'il y a... Moi, je me souviens, j'étais professeur au lycée de Bondy avant d'être à l'université, et dans les années 80, un jour, je parle du Ku Klux Klan et des Noirs américains, etc., et à la fin du cours, il y a une fille qui vient me montrer que les paquets de Marlboro, c'était le Ku Klux Klan parce qu'il y avait des taches rouges, blanches, etc. C'était des repères d'imprimerie, tout bêtement, mais ils étaient persuadés, toute la classe était persuadé que le Ku Klux Klan finançait Marlboro ou Marlboro finançait le Ku Klux Klan. Voilà, c'était du complotisme bien avant Internet. Mais pour autant, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à chacun, aux lecteurs principalement, puisqu'on parle essentiellement des réseaux sociaux, pour faire le tri entre le vrai et le faux? Pourquoi penser que ceux qui ne lisent pas la presse traditionnelle sont des esprits, disons, simples, prêts à gober n'importe quoi? Gérald Bronner. Non, je pense pas ça du tout. Ceux qui ne lisent pas la presse traditionnelle sont plutôt des classes d'âge jeunes. En réalité, c'est ça qui les caractérise. Ils sont pas moins intelligents que les autres ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, la crédulité n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence à proprement parler. On peut être très intelligent et très crédule. C'est pas un problème. Mais le problème principal, c'est effectivement celui de la distinction en fait de l'esprit critique et cela on l'a pas encore évoqué mais faisons-le peut-être en conclusion si vous m'y autorisez parce que je pense que c'est là la clé fondamentale du problème. C'est la réponse politique à apporter qui serait non liberticide en réalité. Parce que précisément non, on ne peut pas faire confiance à chacun pour trier naturellement, intuitivement les bonnes informations, pas plus à moi qu'à qui que ce soit et cela quand même depuis la démocratie des crédules, les conjectures que je proposais sur la question ont été largement confirmées par ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles. 2 points qui sont évidents. Premièrement, le biais de confirmation, amplification du biais de confirmation, c'est-à-dire plus il y a d'informations disponibles sur le marché, et donc c'est le cas d'Internet évidemment, depuis l'apparition d'Internet, massification colossale de la disponibilité de l'information, eh bien ça augmente la probabilité de chance, et ça c'était relativement avéré maintenant, d'aller chercher une information qui va dans le sens de vos idées préalables. Vous avez beau... Comme dans les médias traditionnels,
traditionnels. Tout à fait. C'est un reproche qu'on leur fait souvent. C'est un phénomène qui a été amplifié tout simplement par Internet, que Internet n'a pas inventé. Et deuxième point, un autre phénomène qu'il n'a pas inventé, c'est la polarisation des points de vue. Comme mon cerveau a tendance à me confronter seulement à des informations qui vont dans le sens de mes croyances, et les algorithmes, notamment des réseaux sociaux, ont tendance à m'enfermer dans une fréquentation du même, n'est-ce pas, que ce soit sur Facebook ou sur Amazon même, si vous voulez, si vous achetez tel ou tel livre, vous allez être confronté à des propositions d'achat qui vont un peu dans le sens des livres que vous avez déjà achetés. Là, il n'y a aucune mauvaise intention, c'est juste leur business model qui est ainsi fait, mais justement, il y a un effet émergent contre-productif, qui est que dans cet océan d'informations, on a tendance à constituer des positions d'insularité cognitive, et que cela, c'est favorable à des effets de polarisation, c'est-à-dire de radicalisation des points de vue. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence à la pureté idéologique. Ah bah toi tu penses ça, ouais, moi je pense ça, mais un peu plus fort que toi, etc. C'est tout à fait humain, mais c'est délétère pour, je dirais, l'atmosphère démocratique. Pascal Evno. Patrick Evno, mais Patrick Evno, pardon. C'est une désinformation. C'est un phénomène qui, si on prend sur le temps long, on s'aperçoit que depuis le début du 19e siècle, on ne cesse d'empiler et d'améliorer tous les vecteurs de culture, de divertissement, etc., etc. Et donc, on est passé du simple journal et du livre à toute une série d'objets connectés, déconnectés, etc. Et on pouvait penser que ça allait aboutir à la standardisation, à la normalisation. Au contraire, ça aboutit. Cette pléthore de choix fait que chacun peut faire son marché à l'intérieur du vaste marché des industries culturelles et prendre par le petit bout de la lorgnette ce qui le satisfait plutôt que d'être collectivement en interaction. Gérald Bronner. Oui, alors justement, pour ça, c'est les effets de la dérégulation du marché de l'information, parce qu'avant, l'information était éditorialisée par ceux qu'on appelle les gatekeepers en théorie de la communication, qui étaient les journalistes, les professeurs d'université, je sais pas. C'est vrai que c'était pas très démocratique d'une certaine façon. Aujourd'hui, tout le monde peut donner son point de vue. Le problème, c'est que c'est une démocratie un peu étrange, parce que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et donc, cette asymétrie de motivation, elle est problématique pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et je disais qu'une des meilleures réponses, et c'est là qu'il faudrait avoir une réponse politique extrêmement forte, c'est la formation des esprits, tout simplement, parce que même par exemple les fact-checkers, etc., vont expliquer pourquoi une information est fausse, mais ce qu'ils ne font pas encore. Donc c'est une proposition générale que je fais et dont il faudrait évidemment que l'éducation nationale se saisisse pleinement, c'est d'apprendre pourquoi ces informations ont tenté notre esprit. Pourquoi, puisqu'elle est fausse, nous avons été tentés de la croire vraie. Parce que parfois nous avons envie de la croire vraie, ça c'est le biais de confirmation, nous allons chercher l'information, mais tout simplement parce que parfois, c'est l'information en elle-même est vraie, mais c'est le traitement de cette information. Je pense par exemple aux questions statistiques qui sont assez complexes. Quand deux phénomènes covarient ensemble, ce qu'on appelle une corrélation, on a l'impression qu'ils peuvent être liés par une causalité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et si quelqu'un vous suggère que c'est le cas, il va rendre probablement sa proposition virale. Donc en fait, ce qui est en train de se produire, c'est la victoire du vraisemblable sur le vrai, parce que le vrai demande beaucoup plus d'investissement intellectuel, et cela, il faut l'apprendre dès le plus jeune âge dans les écoles. Un détour par les États-Unis, très libéraux en matière de liberté d'expression pour conclure cette émission. Bonsoir Nicole Bacharan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Ça saigne pas mal du côté de Washington. L'affaire Michael Wolff, du nom de ce journaliste américain, auteur d'un brûlot sur Donald Trump, Fire and Fury, qui fait un tapage extraordinaire avant même sa parution. Cette affaire nous rappelle que l'expression fake news que nous reprenons ici en France à notre compte, elle est à l'origine une expression de Donald Trump pour décrédibiliser ses adversaires. Oui, tout à fait. C'est lui, en tout cas, qui a popularisé cette expression. Il n'est pas l'inventeur des fausses nouvelles, mais il est le porte-parole de ce concept et d'une manière très, très pervertie, puisqu'il lance des fausses nouvelles. À maintes reprises, il a répandu, notamment pendant la campagne électorale, mais également depuis qu'il est à la Maison-Blanche, des rumeurs infondées, dont il disait ensuite « Ah, je l'ai vu sur Internet ». Je pense parmi beaucoup d'autres, par exemple, à cette obsession sur le fait que Barack Obama n'aurait pas été américain. Donc on a un président américain qui répand des fake news, des fausses nouvelles, et qui par ailleurs, dès qu'il est contredit, dès qu'il est contrarié par la presse classique,
crient aux fake news et les accusent de fake news. Donc on a un usage comme une poupée russe à 2 étages de ce concept de fake news qui est extrêmement perturbant aux États-Unis. Mais Michael Wolff, lui qui a, alors je dirais enquêté, mais c'est vrai qu'il est connu par ses confrères pour aimer lui aussi reconstituer des scènes ou des personnages. Il a interviewé plus de 200 personnes dans l'entourage de Donald Trump, dont plusieurs parlent du président américain comme d'un homme immature, instable, inculte, colérique, voire idiot. Ça c'est Rupert Murdoch qui le dit. Un homme qui ment, vous veniez de le dire, mais qui ne semble pas le moins du monde jugé par ceux qui l'ont élu. Est-ce que, en tout cas, vous ressentez les premières conséquences politiques sur son électorat de ces révélations de mensonges? Pas encore. Je l'ai lu, le fameux livre, puisqu'on peut l'obtenir sur les fameuses tablettes. Bon, c'est certain que le journaliste Michael Wolff, il n'est pas d'une rigueur extrême. Il n'est pas connu pour ça. Mais honnêtement, si vous lisez ce livre, rien ne vous surprend. Alors, je ne dis pas que chaque citation soit absolument exacte, mais la manière dont il trace le portrait de Donald Trump, c'est absolument visible de l'extérieur pour n'importe quel témoin. C'est vrai que je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas débattre de la stabilité mentale de Donald Trump, mais le fait est que le monde entier en débat, à la fois de ses capacités intellectuelles et de sa stabilité mentale. Mais vous le dites très justement, son électorat continue de le soutenir. Et on voit parmi les journalistes que je qualifierais de classiques, de sérieux, c'est-à-dire des gens qui à la fois enquêtent et qui, quand ils se trompent, le disent, s'en excusent. Je vois parmi eux une forme, je ne sais pas si c'est de désespoir, mais de découragement, parce qu'ils font tout ce travail de fact-checking, et ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, et finalement on a l'impression que ça n'a pas d'impact politique. Et je suis un petit peu réconfortée parce qu'il y a une étude américaine qui vient de sortir sur l'impact des fake news, sur ce dont vous débattiez tout à l'heure très 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 bien, puisque je vous écoutais, sur le fait qu'au fond on est réceptif très souvent qu'à des opinions qui confortent ce que vous pensez déjà. Et bien finalement, d'après cette étude, pas tant que ça. Il paraît que la plupart des Américains acceptent d'entendre des nouvelles, des points de vue, des faits qui contredisent éventuellement leur opinion, mais qu'il y a une minorité très réactionnaire aux États-Unis. Ils sont franchement dans le camp ultra-réactionnaire qui effectivement n'acceptent qu'une certaine sorte d'opinion. Et il semble que ce soit dans ce groupe-là que se recrutent les plus fidèles soutiens de Donald Trump, et la réalité leur importe peu. Mais c'est peut-être aussi pour ça, c'est aussi parce que ça conforte ce qu'on pense, que les médias français se délectent de ces bonnes pages. Et là, je voudrais aussi faire réagir nos invités. Le fait que Michael Wolff balance sur Trump, ça nous fait plaisir, et c'est là que c'est dangereux. C'est pas vraiment dangereux, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à bon nombre de gens, qu'ils soient journalistes, universitaires ou autres, parce que on n'a pas une très grande sympathie pour le comportement de Donald Trump. Mais est-ce que c'est dangereux? Je ne crois pas. On voit bien que il s'est passé en France avec le débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen quelque chose qui n'a pas pu se passer aux États-Unis entre Donald Trump et Hillary Clinton, pour d'autres motifs, mais la baudruche de Donald Trump aurait pu être dégonflée. Peut-être que les démocrates avaient un mauvais candidat ou une mauvaise candidate et qu'ils auraient pu faire autrement, mais elle aurait pu être dégonflée, c'est sûr. Veuillez m'excuser, Nicole Bacharan, c'est la fin de cette émission. Gérald Bronner, vous souhaitiez conclure, puisque la question de l'éducation vous paraît très importante, et éduquer les jeunes, c'est leur apprendre à faire la différence entre un article de presse, un post Facebook, une fausse nouvelle, mais aussi savoir lire, écouter ou regarder la presse avec un esprit critique, sans tomber dans la suspicion permanente de complot. Mais très en deçà de ça, je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre à lire des articles, d'apprendre à comment fonctionne Internet, etc. Je pense qu'il faut apprendre le fonctionnement de son propre cerveau, et notamment quand il a tendance à nous tromper. Par exemple, le simple fait, en effet, d'être content, d'avoir plaisir à avoir une information, devrait générer a priori de la suspicion et se dire pourquoi exactement je crois ce que je crois, ce qui est déjà un premier élément vers une forme d'hygiène mentale et vers la construction de soi-même. La déclaration d'indépendance mentale, c'est vers ça qu'on doit
doit aller. Voilà, c'est ce que vous expliquez entre autres dans votre livre La démocratie des crédules, toujours disponible au PUF. Vous avez également publié plus récemment Le danger sociologique, toujours au PUF. Merci encore à vous Patrick Evenot d'avoir été avec nous. Vous publiez demain une tribune dans Le Monde sur ce sujet. Je mentionne votre dernier ouvrage 100 ans à travers les unes de la presse. C'est chez Larousse. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Frédéric Martel poursuivra le débat en seconde partie de Soft Power avec deux élus, le socialiste Christian Paul et Séverin Naudet, dans le débat sur le numérique à 20h10. Très bonne soirée sur France Culture.